Hello tout le monde et bienvenue à bord de l'Arche des Brumes. Je vous retrouve aujourd'hui comme promis pour le Mid-Year Book Freakout Tag. Je crois que c'est la première année que je le dis dans le bon ordre. Alors je ne sais pas si vous allez la voir, mais on a un petit chat là-bas qui est en train de jouer avec le cordon de l'interphone. Mais bon, on va dire qu'elle fait moins de bêtises que d'habitude, donc je vais la laisser continuer. Donc si vous entendez des petits bruits de fond, c'est Clover qui joue. Voilà. Pour ceux qui ne connaissent pas, donc le principe du Mid-Year Book Freakout Tag, ça parle de soi-même, c'est tout simplement un tag littéraire dans lequel je vais vous présenter un espèce de bilan de mi-année en termes de lecture. Pour cela, je vais répondre à 12 questions. Je ne sais jamais d'où vient ce tag. Chaque année, c'est vrai qu'on le voit un petit peu fleurir partout sur YouTube, mais je ne sais pas dire vraiment d'où est-ce qu'il vient. Il vient forcément de la sphère anglophone, c'est certain, mais de quelle chaîne? Aucune idée. Ça doit être au moins la deuxième ou troisième année je pense, consécutive où je fais ce tag parce que je trouve qu'il permet vraiment de voir une vue d'ensemble des lectures de ce début d'année et surtout de se remémorer quels ont été les titres les plus marquants. Quand je me pose pour préparer mon Mid-Year Book Freakout Tag, à chaque fois, je me dis ok, à la question quelle est ta meilleure lecture, il faut vraiment que je me pose et que je me dise quelle a été vraiment ma meilleure lecture depuis le début de l'année. Et c'est pas si évident que ça, il y a souvent plein de lectures où je me dis ah ouais ça c'était super bien, ah ouais mais ça c'était encore mieux, ah ouais mais ça, comment est-ce que je le place? Et cette année ça n'a clairement pas fait exception à la règle parce que j'ai eu de très très belles lectures en ce début d'année, notamment on va dire au mois de mars où ça a été particulièrement intense. C'est vrai que je me suis vraiment posé la question de savoir quel était le titre qui m'avait le plus marqué et au milieu de tous les titres, je me suis dit que j'allais choisir le titre qui m'a le plus touchée en termes d'émotion, le livre pour lequel j'ai été la plus investie, et contre toute attente, c'est un titre graphique que je vais vous présenter, c'est pas un roman, et c'est surtout pas exactement le genre de titre qui atterrit dans mes tops, mais là, sincèrement, en termes d'émotion, en termes d'emprise, ça a été le meilleur depuis le début de l'année. Et il s'agit bien évidemment d'Émergence 7 de Vincent Mondiaux et Enora Sabi que je vous avais présenté dans mon bilan de février puisqu'il faisait partie de mes petites lectures de février. Et dans cette histoire qui a une grosse volonté dénonciatrice, on est sur un post-apocalyptique. Il y a quand même une double temporalité qui nous plonge à la fois pendant l'apocalypse et après l'apocalypse. Du coup, dans cet ouvrage, on va suivre un jeune homme qui s'appelle Léo dans mon souvenir. Léon, j'étais pas si loin. Léon qui revient sur son île d'enfance 20 ans après un certain drame qui s'est déroulé. Et il revient justement parce qu'il y a une espèce de mémorial qui a été dressé sur l'île après qu'elle ait été complètement dévastée par une catastrophe naturelle, on va dire, même si on va plus loin dans la dénonciation et qu'elle a tout un aspect assez fantastique et mystique. Mais du coup on suit Léon qui revient sur les lieux du drame 20 ans après et il va se remémorer tout ce qui s'est passé lors de cette fameuse journée apocalyptique qu'il a vécue avec ses voisins, ses amis, ses copains de classe. Et c'est un graphique que j'ai trouvé tellement émouvant, tellement poignant, qui nous embarque dès les premières lignes. On est donc sur un graphique avec une illustration par page, on a vraiment tout un travail autour du texte et du dessin pour que ça se marie parfaitement bien. Mais qu'est-ce qu'il y a chouchou là? Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi ton problème là? C'est quoi ton problème? Tu veux pas laisser maman tourner sa vidéo là? C'est un graphique que je vous recommande absolument. Évidemment, c'est une lecture qui se dévore, hein. On peut lire ça d'une traite. Je pense que c'est une lecture hyper enrichissante en termes de réflexion, en termes d'esthétisme, en termes d'histoire même de façon générale. Pour ma part, ça a été un vrai énorme coup de cœur auquel je m'attendais pas. C'était Marine qui me l'avait recommandé et je m'attendais à aimer parce que Marine avait aimé, mais sincèrement, je m'attendais pas à être autant investi, autant ému par cette histoire parce que sincèrement ça a été une révélation. Il y a un énorme travail au niveau de l'esthétisme des graphismes. Je n'imaginerais pas l'histoire sans la patte de l'illustratrice. Ça fonctionne hyper bien. Bref, c'est ma meilleure lecture de l'année donc forcément vous vous doutez bien à quel point j'ai aimé, mais je trouve qu'on n'en a pas du tout entendu parler sur les réseaux sociaux et ça me ferait vraiment plaisir de le voir un petit peu apparaître dans quelques piles à lire. Je dis pas qu'il plaira à tout le monde parce qu'il a un côté fantastique, post-apocalyptique et apocalyptique d'une façon générale qui plaira peut-être pas à tout le monde, peut-être que les dénonciations parleront pas à tout le monde,
mais en tout cas si vous aimez mon genre de lecture, je pense que c'est un graphique qui peut totalement vous plaire et je vous le recommande vraiment à 1000% parce que sincèrement c'était une vraie révélation et indéniablement l'ouvrage qui m'a le plus ému depuis le début de l'année. Ensuite la deuxième question, c'est la meilleure suite de saga, et de la même façon j'ai eu vraiment du mal à choisir parce que j'ai vraiment fait des lectures incroyables depuis le début de l'année, et notamment j'ai quand même poursuivi quelques sagas. Je n'en suis pas peu fière, on fera un point saga en août. C'est vrai que j'ai eu beaucoup de très belles lectures qui étaient des suites de sagas, mais je ne peux décemment pas vous mettre autre chose que la suite de The Prison Healer, donc The Gilded Cage de Lynette Noni. Je suis en train de tricher parce que je vous montre la version anglaise mais je l'ai lu en français. Bon, c'est juste que c'était plus facile d'attraper celle-là. Si vous cherchez une fantasy young adulte qui change un petit peu, tout en ayant quand même un côté hyper cliché, je vous l'ai déjà dit, mais l'intrigue de base est extrêmement cliché, et d'une façon générale, quand on résume l'histoire, je pense qu'il y a plein d'aspects qui sont hyper clichés, mais c'est tellement bien fait et il y a tellement d'aspects qui sont hyper surprenants, il y a tellement de plot twists que pour moi ça sort du lot en termes de fantasy young adulte sortie ces dernières années. C'est l'une des meilleures trilogies qui m'ait été donnée de lire ces dernières années en fantasy young adulte. C'est palpitant, il y a des personnages géniaux, l'univers est plutôt bien construit, le système de magie est très intéressant. Il y a énormément de prise de risque de la part de l'autrice, je trouve, par le biais de plein de plot twists, plein de révélations qu'on voit pas forcément tous venir. Je vous recommande absolument cette trilogie de fantasy, je vous en ai parlé en long, en large et en travers. Je pense que si vous n'en avez pas encore entendu parler sur la chaîne, il y a un problème. Et si c'est pas le cas, je vous invite à aller regarder mes 2 derniers bilans lecture, parce que j'ai lu le tome 2 et le tome 3 en mai et en juin, donc je vous en ai déjà parlé pas mal ces derniers temps. Si vous avez aimé le premier tome, c'est obligé que vous aimiez ce tome 2. On n'a plus le côté huis clos qu'on avait dans le tome 1, mais ça n'en reste pas moins hyper intéressant, hyper palpitant. Je vous fais pas l'affront de vous refaire un résumé parce que je vous en ai à nouveau parlé en long, en large et en travers, mais si jamais, vous pouvez aller consulter mes derniers bilans lecture. Ensuite, je dois vous parler d'une récente sortie donc de cette année que je n'ai pas encore lue. Et je vais aller vers la facilité et vous parler de In the Lives of Puppets de TJ Klune. Donc TJ Klune, vous n'êtes pas sans savoir que c'est l'un de mes auteurs préférés que j'ai découvert l'année dernière et qui sincèrement ne m'a pas déçu depuis. Pourtant j'en ai lu quand même pas mal de lui et il y en a un prochain qui arrive dans la pile bien sûr. Mais du coup ça c'est son tout dernier qui est une réécriture de Pinocchio avec un personnage principal asexuel de ce que j'ai compris. Voilà, j'ai pas besoin d'en savoir plus. TJ Klune, Pinocchio, asexualité, c'est tout ce que j'ai besoin de savoir pour avoir parfaitement et complètement envie de me lancer dedans, et j'ai hyper hâte de le découvrir. Je ne sais même pas pourquoi je me suis pas encore lancée dedans, mais ça a l'air juste incroyable et j'ai trop hâte, vraiment trop hâte. Ensuite je vais vous parler du coup à l'inverse d'une sortie de cette année mais qui n'est pas encore sortie et que j'ai impatiemment envie de lire. Je pense que le premier titre qui m'est venu à l'esprit et qui sera mentionné dans cette vidéo évidemment, c'est le tome 3 de Mémoires de la forêt de Michael Brarno et Sanoé. Vous n'êtes pas sans savoir encore une fois que le tome 1 et le tome 2 ont été des excellentes lectures pour moi de l'année dernière et de cette année. C'est tout doux, c'est cosy, on est sur de la fantaisie animalière, des sujets extrêmement importants abordés tels que la maladie d'Alzheimer dans le tome 1. Je peux pas tous les dire en fait dans le tome 2, sinon ça vous spoil, mais je peux vous assurer que dans le tome 2 il y a aussi des sujets très importants. C'est tellement bien fait, j'aime tellement la douceur que Michael et Sanoé mettent dans leur histoire, que ce soit d'un point de vue du texte ou des illustrations, ça fonctionne à 100%. Ce tome 3 sort le 4 octobre. Ce sera un tome sur l'hiver plutôt. J'ai juste qu'une hâte, c'est d'être le 4 octobre, de me mettre dans mon lit. Je sais pas si je pourrais me mettre dans mon lit le 4 octobre parce que j'ai recommencé mon nouveau travail, mais en tout cas de me poser le week-end d'après et de dévorer ma lecture. Je n'attends que ça et j'ai super hâte. Ensuite, bon, on va un petit peu changer d'ambiance pour vous parler de ma plus grosse déception depuis le début de l'année. Et alors, ce qu'il y a de bien, c'est que je n'ai commencé mes bilans lecture qu'à partir du mois de février, donc vous n'avez pas entendu parler de mes lectures du mois de janvier. Et c'est peut-être pas plus mal, parce que du coup ma plus grosse déception depuis le début de l'année se trouve au mois de janvier, donc je ne vous en ai pas encore parlé sur la chaîne, et pas beaucoup sur Instagram non plus, tellement ça a été vraiment une énorme déception, et j'étais dégoûtée de ma vie de l'avoir aussi peu aimé. C'est L'ours et le rossignol de Catherine Arden. C'est le premier tome d'une trilogie que vous avez sûrement dû voir passer. On est sur une espèce de réécriture de contes plutôt de l'Est, inspiré des contes russes et de cette partie de l'Eurasie. En fait, je suis persuadée que c'était bien en soi, mais
Premièrement, j'ai mis une plombe indécente à le lire. Pour tout vous dire, j'ai lu 3 livres en janvier. Vous me connaissez quand même, ça me ressemble pas de lire que 3 livres en un mois. Et la faute était complètement sur L'Ours et le Rossignol. Alors clairement, on n'était pas dans une période où aussi j'avais beaucoup de temps pour lire, mais j'avais surtout pas envie de lire quoi. Quand je me lançais dedans, j'étais pas dedans, franchement j'étais pas dedans. Je trouvais pas d'intérêt à ma lecture, je me suis ennuyée comme jamais. J'ai pas eu d'atome crochu avec les personnages, pas été embarquée par l'ambiance ni par l'histoire. Énorme flop, vraiment gros flop, je crois que j'ai mis 2 sur 5. Et encore j'ai mis 2 sur 5 parce que je sais que fondamentalement c'est bien écrit et que je pense que ça a de la valeur, voilà, il y a quelque chose. Mais ça l'a pas du tout fait avec moi, vraiment pas du tout. Et je lirai évidemment pas la suite. Et c'est clairement du coup ma plus grosse déception depuis le début de l'année parce que franchement, j'étais pas convaincue quoi. Ensuite je dois vous parler de ma plus grosse surprise depuis le début de l'année. J'avoue qu'il n'y a pas vraiment de livre qui m'a particulièrement surprise depuis le début de l'année parce que je pense que je commence un petit peu à me connaître et à savoir ce que j'aime et ce que j'aime pas. Je commence un petit peu à cerner mes goûts de lecture et du coup je vais plus facilement vers les titres vers lesquels je suis sûre que je vais accrocher. C'est pour ça que j'ai été d'autant plus déçue par L'Ours et le Rossignol parce que j'étais persuadée que ça allait être un truc qui allait complètement me plaire et pas du tout. Par contre du coup je vais quand même vous parler, ça va vous étonner, de Love from Mecca to Medina de S.K. Ali dans cette catégorie parce que j'avais certes adoré le tome 1 qui était dans mon top 10 de l'année dernière, mais je sais pas, j'ai trouvé qu'avec ce tome 2 il y avait une dimension autrement plus impactante sur moi, plus importante, plus génialissime en fait. J'ai adoré tout le pèlerinage qui a lieu dans ce tome-là, j'ai adoré la dynamique entre les deux personnages, j'ai été tellement investie dans l'histoire, j'ai passé un moment tellement doux en fait dans ce livre, j'ai adoré les réflexions des personnages, je vous l'ai dit parce que je vous en ai parlé en vlog de ce livre, mais du coup le tome 1 il était plus concentré sur Adam et je trouve que celui-là il est plus concentré sur Zeynep. Adam, qui était un personnage que j'avais adoré dans le tome 1, a fait que j'ai adoré et a fait l'essence de ce tome 1, mais je trouve que le personnage de Zeynep, il est d'autant plus intéressant, il est d'autant plus passionnant à découvrir. J'ai trouvé ses réflexions hyper intéressantes, hyper importantes, ça m'a moi-même fait remettre en question pas mal de choses, et le fait que j'ai pu le lire pratiquement d'une traite, parce que j'étais en arrêt maladie à ce moment-là, je m'en souviens, mon Diamond Painting, je pense que ça a d'autant plus contribué au fait que justement j'ai été complètement embarquée dans ma lecture et que j'en garde un souvenir juste impérissable. Et c'est ma plus grosse surprise dans le sens que je pensais pas pouvoir aimer le tome 2 plus que le tome 1, mais clairement c'est le cas. Clairement c'est le cas parce que certes j'avais trouvé le tome 1 extrêmement doux, extrêmement vrai, plausible, tellement attachant, mais alors ce tome 2 c'est clairement un autre délire. J'ai appris plein de choses sur une culture que je ne connaissais absolument pas. Et c'était juste incroyable, vraiment trop bien, trop bien. Je vous recommande absolument cette duologie, ce diptyque, parce que je pense pas qu'il y aura un tome 3. Je crois avoir vu passer une information comme quoi le tome 2 sortirait bientôt en français. Lisez-le. Ensuite, il faut que je vous parle de mon nouveau personnage préféré. C'est mon bébé qui m'a fait très peur. Qui m'a fait très peur. Nate, dans La nuit où les étoiles se sont éteintes, de Neil Gaiman et Mary Alino. Vous le constatez du coup dans cette pile, on a vraiment tous les titres qui m'ont marqué en ce début d'année, tous les titres pour lesquels je vous ai dit en bilan lecture que ça avait été des lectures incroyables, et du coup il fallait absolument que ce titre apparaisse, et quoi de mieux que de vous en parler au travers du personnage de Nate, qui est l'un des personnages principaux, même si c'est pas du coup la voix principale de ce tome là, c'est la voix principale de ce tome là qui est un tome 2 / tome compagnon / tome avec la même histoire mais du point de vue d'un autre personnage. Donc dans ce tome là on suit Finn qui a clairement pas une vie facile, hein. Sa mère est en prison, du coup lui il va vivre chez son oncle, il débarque dans une nouvelle ville où il connaît personne et il va faire la rencontre d'une bande de potes et ils vont partir en road trip. Et franchement c'est pas du tout les intrigues qui m'intéressent de base, je suis pas très road trip, en général je suis juste là en mode ouais ils sont en voiture, ça m'intéresse pas trop. Mais là franchement c'était très bien. Je vous renvoie à mon bilan lecture de quand je l'ai lu, je pense que c'était mon bilan lecture du mois de mars, parce que j'ai fait tout un aparté sur certains aspects qui me semblent hyper importants de souligner. Il y a des gros trigger warnings, on parle d'addiction beaucoup, on parle de sujets vraiment très difficiles, mais je trouve que ça fonctionne hyper bien. Pour le coup c'est bien abordé, c'est juste génial à lire, ça se dévore. Et du coup Nate, il m'a tellement touchée, c'est un personnage tellement vrai,
qu'on a envie de serrer dans nos bras. J'ai qu'une hâte, c'est de me lancer dans celui-là pour retrouver, en plus du point de vue de Nate, l'histoire de ce tome 1 que j'avais déjà beaucoup aimé. Je garde vraiment un attachement immense pour cette histoire et ces personnages. Ces personnages au sens large, il y a beaucoup de personnages qui m'ont ému, mais j'avoue qu'il y en a un qui m'a plus ému que les autres, c'est Nate. Et d'ailleurs, je me souvenais même plus que le personnage principal s'appelait Finn dans le tome 1. Par contre, je me souviendrai toujours du prénom de Nate. Après le nouveau personnage préféré, on va passer au crush littéraire, un nouveau crush littéraire. Et c'est vrai que j'ai pas des caisses de crush littéraire parce que voilà, je sais faire entre guillemets la part des choses et je sais que ces gens n'existent pas dans la vraie vie. Mais j'avoue qu'il y a un personnage, plus qu'un crush, c'est un personnage qui m'a parlé parce qu'elle me ressemble énormément et que je me suis dit ok, celle-là, on s'entendrait très très bien. Et c'est Ambre de Nos plus belles années de Clara Hero qui est l'un de mes autres très très gros coups de cœur de cette année parce que c'est un livre qui est hyper important, c'est un livre... j'ai même plus les mots. C'est un livre tellement vrai qui parle de sujets hyper difficiles comme les VSS. Je sais jamais si j'ai le droit de dire plein de trucs sur YouTube. On suit deux amies, Jade et Ambre, qui partent faire leurs études à Lille. Et en fait on a deux profils de jeunes femmes très très différents. On a Jade qui est partie pour faire la fête, qui est clairement une personnalité hyper sociable. Et de l'autre côté on a Ambre qui est une personnalité hyper calme, réservée, qui a juste l'intention d'aller en cours et de faire ses devoirs et de réussir son année. Donc pas du tout les mêmes profils, pourtant elles sont meilleures amies. Et c'est peut-être ce qui va les sauver à la fin parce qu'il va se passer un drame dans la vie de l'une des deux. Et grâce à l'autre et grâce à plein d'autres facteurs, et notamment la sororité globale du roman, elle va réussir à peut-être voir la lumière au bout du tunnel. C'était une lecture juste incroyable, tellement profonde, elle m'a tellement touchée parce que c'est tellement proche de plein de choses qu'on vit en tant que jeune femme. C'était juste en fait, dans le sens propre du terme, c'était juste, plein de pertinence, plein de crédibilité, c'était empreint d'un réalisme juste foudroyant comme rarement incroyable et vraiment Ambre à jamais dans mon cœur parce que je me suis rarement autant identifiée à un personnage que je me suis identifiée à Ambre parce que sur beaucoup plus d'aspects que ce que j'aimerais, on se ressemble et il y a plein de ces réflexions qui m'ont parlé. Et c'était une sacrée remise en perspective, donc vraiment à jamais dans mon cœur et forcément un espèce de crush pour elle parce que je me suis dit ok, c'est moi et je me reconnais tellement en elle, c'est un sentiment assez indescriptible. Ensuite, il faut que je vous parle d'un livre qui m'a fait pleurer et vous n'êtes pas sans savoir que je ne pleure pratiquement jamais dans mes lectures. Il y a très peu de livres dans ma vie qui m'ont fait pleurer et on va dire que les seuls qui ont réussi à me faire pleurer c'est parce qu'il y avait un concours de circonstances autres qui a joué en leur faveur entre guillemets. Je pense notamment au tome 2 de Aristote et Dante découvre les secrets de l'univers qui m'a touchée tout particulièrement parce que le personnage principal vit pendant le roman exactement ce que je venais de vivre quelques mois plus tôt, donc forcément ça m'a bouleversée, ça m'a dévastée et j'ai été touchée parce que ça m'a rappelé ma propre histoire. Mais sinon, sincèrement, il y a très très peu de livres qui arrivent à me mettre les larmes aux yeux. D'ailleurs, Émergence 7 est parvenu à ça, et ça, c'est pas peu de le dire. Mais j'ai quand même décidé de vous parler d'un livre qui m'a particulièrement émue lui aussi, une espèce de fresque sociale où on suit un personnage toute sa vie et on le suit à travers toutes les péripéties qu'il va subir de par son identité dans les années 50, 60, 70, 80, dans plein d'endroits du monde différents, mais notamment en Irlande, aux Pays-Bas et aux États-Unis. Peut-être que ceux qui ont suivi précisément mes avis lecture sauront déjà de quel livre je vais vous parler, mais s'il y a bien un titre qui a réussi à m'émouvoir pratiquement aux larmes cette année, c'est Les Fureurs invisibles du cœur de John Boyne, qui était bouleversant. Donc comme je vous le disais, on suit cet homme, je ne sais même plus comment il s'appelle, Cyril, oui, en fait je me souviens jamais qu'il s'appelle Cyril parce que je trouve ça pas du tout en adéquation avec le personnage que je me fais et l'histoire. Ne me demandez pas pourquoi, je ne sais pas. Mais donc Cyril, on le suit avant sa naissance parce qu'on suit d'abord sa maman qui se fait exiler parce qu'elle est tombée enceinte alors qu'elle était toute jeune. Il y a toute une dénonciation aussi de ce côté-là, mais ça se passe du coup en Irlande dans les années 40-50 si je dis pas de bêtises. Ensuite on suit donc cette maman qui donne naissance à un petit garçon qui va être adopté et on va suivre du coup toute l'histoire de ce petit garçon, puis ce jeune homme, puis cet homme, puis ce vieil homme, toute sa vie et tout ce qu'il va traverser parce que en tant que lui-même, tout simplement, il va être exposé à beaucoup de problématiques sociales. Il y a des passages hyper émouvants, hyper poignants. Je me remettrai jamais d'une scène en particulier du roman.
où vraiment j'étais pas prête et j'étais hyper triste. C'est une grosse pavasse mais ça se lit tout seul, je suis trop heureuse de l'avoir enfin découvert parce que ça faisait un moment que j'avais envie de le découvrir. C'était trop bien, vraiment si vous avez envie d'un livre qui va vous arracher des émotions, qui va vous conter l'histoire d'un homme sur pratiquement toute sa vie et toutes les problématiques auxquelles il va être confronté en étant lui-même, je vous recommande vraiment absolument ce titre. Ensuite, en 10, on a le livre qui m'a rendue heureuse et j'ai difficilement eu un sentiment aussi heureux et joyeux qu'au moment où j'ai terminé ma lecture de la trilogie The Extraordinaries de T.J. Klune. J'étais tellement impliquée dans l'histoire avec tous les personnages et tout ce qu'ils vivaient, toute l'action qu'il y a dans ce tome 3, toutes les résolutions. Il y a une chose qui se passe à la fin du tome 2 qui va du coup induire certaines choses dans le tome 3 où j'avais envie de sauter dans le livre et de secouer les personnages pour qu'ils se rendent compte qu'ils étaient manipulés. C'était hyper intéressant d'ailleurs d'un point de vue de la narration parce que du coup l'auteur nous mène en bateau parce qu'il nous fait croire à quelque chose à la fin du tome 2 qu'il met comme quelque chose de vrai dans le tome 3, de sorte que pour les personnages c'est quelque chose de complètement admis, et nous en tant que lecteurs on se dit bah non, bah comment ça se fait? Il arrive à nous faire remettre en question notre propre compréhension du texte et c'était juste bluffant. Ce tome 3 m'a rendue hyper heureuse parce que j'ai adoré en plus la toute fin, le petit épilogue avec les personnages qui se retrouvent. Et bref, si vous avez lu ce tome 3, vous savez ce qui se passe à la fin du tome 3 et que ça m'a rendue hyper heureuse. J'ai adoré le personnage de Nick. J'aurais pu le mettre d'ailleurs à la réponse au nouveau personnage préféré, mais bon, je l'ai découvert en 2022 donc c'était un petit peu de la triche. C'est juste un personnage qui m'a attendri, qui était juste hyper bien construit, qui nous parle avec justesse de cette problématique de l'hyperactivité. C'est vraiment un personnage que j'adore et j'adore aussi tout le groupe d'amis qui gravitent autour de lui. J'adore le côté personnages adultes qui sont mis dans ce titre parce que souvent dans les récits young adultes on a les jeunes et puis les adultes c'est un peu les personnes chiantes qui sont mises de côté et qu'on n'a pas envie d'entendre, et dans cette saga on n'a pas du tout ça. Les adultes sont inclus dans l'histoire, ils sont au courant de ce qui se passe et ils participent à l'histoire. Ça, génialissime. Je sais pas quoi vous en dire de plus, je vous en ai aussi parlé beaucoup parce que j'en ai aussi parlé en vlog au mois de mars, mais franchement excellente lecture. Il y a une espèce de saveur douce amère quand j'ai terminé ce tome 3 parce que à la fois j'étais tellement heureuse de l'avoir lu et ça se mélangeait avec de la tristesse de me dire que j'aurais plus jamais de suite de cette histoire et de ces personnages si vous ne pouvez pas les lire en anglais, même si je vous encouragerai toujours à les lire en anglais si vous en avez le niveau. Sachez que le tome 1 arrive chez du Saxus en septembre. Ensuite, il faut que je vous parle du plus beau livre que j'ai lu en ce début d'année. Et il y a plein de livres très très beaux que j'ai lus depuis le début de l'année. Je pense qu'on peut parler à la fois de beauté du contenu et de beauté de la couverture. Celui-là, c'est un peu un mélange des deux. Je vous parle de As Long as the Lemon Trees Grow de Zulfa Katou, qui sort lui aussi en français en septembre, le 7 septembre il me semble. Ruez-vous en librairie en septembre pour le découvrir vous aussi, si jamais vous ne lisez pas en anglais, encore une fois. Je peux même pas faire de chronique vraiment de ce livre parce que c'est un livre qui est inclus dans une réalité que je n'ai pas moi-même expérimentée, donc je n'ai pas grand chose à en dire, si ce n'est d'apprendre et d'écouter ce que l'autrice nous raconte. C'est un livre qui nous parle de la guerre en Syrie. On va suivre une jeune fille qui vit au cœur du conflit et elle vit avec sa belle-sœur. Elle travaille dans l'hôpital parce qu'elle avait entamé des études de pharmacienne et que c'est ce qui se rapproche le plus en fait d'un médecin dans le contexte de guerre. Donc elle travaille à l'hôpital, elle s'occupe des blessés, elle s'occupe des malades. Elle va finir par la force des choses par rencontrer un jeune homme. Et il va y avoir une très jolie romance qui va se construire au travers de cette histoire. Mais c'est avant tout un livre qui nous parle des personnes qui sont fondamentalement amoureuses de leur pays, mais qui sont forcées de le quitter parce que le contexte n'est pas viable pour leur survie. C'est un récit parfaitement poignant, parfaitement écrit, avec un énorme plot twist au milieu que personne ne voit venir. Et vous allez tous tomber dans le panneau, j'en suis certaine. Et ça m'a brisé le cœur, ça m'a brisé le cœur. Donc voilà, en termes de beauté d'ouvrage et de beauté de contenu et d'histoire, je peux pas vous parler d'un autre livre que de celui-là qui est une énorme pépite qu'il faut absolument lire pour la postérité et parce qu'il est d'utilité publique tout simplement. Et je me rends compte qu'il y a beaucoup de livres en anglais et de hardback dans ma pile. Je pense que j'ai toujours, comme je vous en ai parlé dans ma vidéo sur la lecture en VO, cette petite étincelle supplémentaire qui fait que j'apprécie d'autant plus les livres que je lis en anglais parce qu'il y a toujours ce côté fierté qui vient s'immiscer dans mon appréciation du livre et qui fait que j'aime d'autant plus ceux que je lis en anglais parce que j'ai aussi la fierté de les avoir lus
dans leur langue originale. Et là j'en ai un dernier hardback, mais qui pour le coup est en français. Je vais vous parler du livre que je dois absolument lire avant la fin de l'année. Croyez en moi, s'il vous plaît, because The Parpaing, on est là. Je dois absolument lire avant cette fin d'année ce fameux Un jour de nuit tombée de Samantha Shannon, qui est le préquel du Prieuré de l'Oranger. Je le mets là, dans cette sélection, parce qu'il faut absolument que je le lise rapidement, sinon je sais que je vais le faire traîner, que je vais le garder 107 ans dans ma pile à lire, et qu'il ne va jamais en sortir. Quand j'ai voulu le prendre en audio, en me disant comme ça me fait avancer, je le lis en anglais, tout ça, 38 heures d'écoute. 38 heures d'écoute. On est sur un parpaing les gars, on est sur un pavé des familles. En fait je me rappelle à quel point j'ai adoré le Prieuré de l'Oranger et je sais fondamentalement que je vais adorer ce tome là parce que j'ai vu que des avis ultra positifs de gens qui ont même plus aimé que le Prieuré de l'Oranger. Donc je sais que je vais l'adorer. Il faut juste que je trouve le temps, la motivation d'enfin me lancer dans ce préquel et j'ai trop hâte. Encore une fois j'ai trop hâte parce que je sais que je vais adorer. Il faut juste que je trouve le déclencheur. Et ça me fait plaisir de terminer cette vidéo sur cette beauté parce que sincèrement, il est magnifique. Et bien c'est terminé, je vous ai parlé de mes 12 titres que je retiens particulièrement de ce début d'année. Je me dis qu'il y a probablement d'autres titres que j'aurais pu faire apparaître et qui ont largement leur place dans ce bilan de mi-année, mais je devais faire des choix. J'ai hâte de voir ce que le reste de l'année me réserve, j'ai hâte de voir si je vais ajouter plein de nouvelles lectures dans mon top 10 de l'année, puisque à l'heure actuelle il est déjà bien fourni ce top quand même. Et peut-être qu'à la fin de l'année je serai obligée de faire un top 15 en fait, ou un top 20, j'en sais rien. Si j'ai trop de bonnes lectures à vous présenter, je serai peut-être obligée. Je vous ai pas redit d'ailleurs, mais en termes de statistiques, entre guillemets, jusqu'à la fin du mois de juin, parce que c'était vraiment le milieu de l'année, j'avais lu 69 livres. J'espère que vous avez eu un bon début d'année de votre côté. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle a été votre meilleure lecture de ce début 2023, et même de répondre à toutes les questions si ça vous chante. Là-dessus, de mon côté, je vous souhaite de très belles lectures, et je vous retrouve très bientôt à bord de l'Arche des Brumes. Ciao!